Ce silence, il peut être loquace, comme muet. Selon sa gestion, il acquiert une pluralité de sens. Pourquoi est-ce qu'on le redoute? Souvent synonyme de grâce, de quiétude, de poésie et surtout de beauté. On prend un instant, on le capture et on prend le temps de l'apprécier. Nous devenons passifs et ça fait du bien parfois. De juste admirer, de prendre une pause. Plus qu'une simple image, nous faisons face à une émotion. Mais pourquoi on tient absolument à dynamiser cet instant? Le silence n'est pas l'ennui. Il apaise, il réconforte et parfois fait rêver. Il suffit de peu pour subjuguer. J'aime ce silence, surtout quand on me le montre bien. J'aime ce cinéma si particulier, par sa lumière, ses couleurs, son cadrage. J'aime l'image. Je deviens de plus en plus sensible à ce qu'elle peut transmettre et ce qu'elle arrive à dégager. Une atmosphère parfois chaleureuse et donc contemplative. Quand cette contemplation se mêle à un sentiment extrême, autrement dit l'horreur, cela devient déconcertant, mais fascinant. C'est là où la force de cet art trouve son paroxysme. Morse fait partie des œuvres d'épouvante qui effraient par ce qu'elles produisent. Un véritable sentiment de malaise, par un profond décalage entre ce que le film montre et ce qu'il incarne. Pas de jumpscare, pas de sensationnel, juste une œuvre dérangeante qui trouble notre perception. De base, je ne suis pas forcément friand de l'horreur, mais j'ai voulu ces dernières années enrichir ma culture sur ce genre adulé, incompris, décrié, mais pourtant si riche cinématographiquement. Dernièrement, c'est Morse qui m'a bouleversé, tant par sa forme que par son propos. J'estime même qu'il est le meilleur film de vampire qui existe. John Ashville Lindqvist écrit Laisse-moi entrer en 2004. Il apporte avec ce roman un nouveau souffle au genre vampirique, abordant par le prisme du fantastique et de ce monstre légendaire les travers de notre société. Solitude, enfance, alcoolisme, violence et amour s'entremêlent dans une ville rongée par la moisissure. Pour son premier roman, il rencontre le succès. Best-seller en Suède, traduit dans plusieurs pays dont la France en 2011, la belle histoire continue pour le jeune auteur avec l'adaptation filmique en 2008. Thomas Alfredson, ayant réalisé La Taupe en 2011, se charge du projet aux côtés de l'auteur lui-même. On dépasse ainsi la simple transcription littéraire. Le roman et le film deviennent liés. Certaines pistes naissent dans le film et sont plus exploitées dans le livre. Un peu comme l'Odyssée de l'espace, mais en plus simple on va dire. Traduit Morse en français, l'œuvre fait un carton dans les festivals, dont celui de Gérardmer. À l'heure où les sagas Vampire Diaries, True Blood et surtout Twilight, Morse s'imposait comme l'œuvre à contre-courant, marquant les esprits par sa radicalité et sa maîtrise. Malgré son accueil critique dithyrambique et ses nombreux prix, la foule ne se précipite pas dans les salles, surtout en France où le film dépasse à peine les 50 000 entrées. Il reste un petit succès au vu de son budget, mais ce n'est pas assez pour le faire connaître du grand public. On pourrait y voir quelque chose d'opportuniste derrière cette décision. Alfredson désapprouve le projet, alors que l'auteur semble ravi de cette deuxième itération au cinéma, qu'il trouve réussie. Face à l'original, le remake ne fait pas le poids, mais il mérite le coup d'œil. Matt Reeves s'empare du projet pour l'adapter à sa manière, malgré quelques écueils. Dans une banlieue neigée de Stockholm, vit le jeune Oscar, un garçon solitaire et martyrisé à l'école. Incapable de riposter, il s'imagine les tuer pour se réconforter. Sa route croise celle d'Ellie, une jeune fille étrange dont le froid ne semble pas l'atteindre. Une amitié naîtra entre les deux enfants esseulés, dans une ville qui semble avancer à reculons. Mais Ellie n'est pas une fille comme les autres. Pour vivre, elle a besoin de sang. Son arrivée avec son père dans la banlieue entraîne une spirale d'événements qui changeront le destin de cette petite bourgade tranquille, mais aux origines lugubres.
Le remake reprend la trame principale en apportant de légères modifications sur les événements et sur le point de vue des personnages. Ce qui distingue les deux versions, c'est l'intention et le ton employé. Morse se distingue très clairement par un style pour le moins inhabituel. Difficile de rester objectif quand j'ai vu son nom apparaître au générique. Hoyte von Hoytema, mon chef opérateur préféré. Heure, Spectre, Fighter, Ad Astra, mais surtout Interstellar. Un style intimiste, naturaliste, ne délaissant pas le côté épique des derniers blockbusters. Mais pour son premier long métrage connu, Hoytema apporte une sensibilité supplémentaire qui fait mouche. Et parmi les nombreuses vidéos que j'ai pu voir à son sujet, il est dommage de délaisser son travail avec Alfredson. Morse est d'une beauté sans pareille. L'image devient un décalque des thématiques et des ressentis de nos deux héros, sublimant cet amour presque tragique. Par des détails subtils, le réalisateur et son chef opérateur nous transportent dans une atmosphère affectueuse. Il ne tombe pas dans le sensationnel du genre horrifique, choix entrepris par le remake américain. Une photographie plus fixe, plus sobre et communicative, face à une photographie plus mobile et vive. Les deux ont leur avantage, mais Hoytema se distingue largement. Par ses cadres larges, ses plans fixes, ses lents travelling, ses couleurs désaturées et naturelles, Hoytema fait vivre Blackberg sous un calme paisible, mais jonché de dualité. La neige contraste avec la nuit, le rouge domine les lieux pour pleinement ressortir, face à des gammes de couleurs plus ternes, que ce soit par le décor, les accessoires ou même le sang. Le rouge devient un instrument pour symboliser la transformation d'un être vers quelque chose de maléfique. Par ses vêtements, ses outils, le sang, le rouge symbolise le vice. Hoytema joue également avec les reflets et les vitres. Oscar et Ellie se dissimulent derrière ces reflets pour cacher leur vraie personnalité, une sorte de masque subtil car ils n'assument pas ce qu'ils sont. Ils ne se sentent vivre que par procuration. Le non-visible devient une force pour la mise en scène. Le sublime jeu sur la profondeur de champ et le bokeh, mettant en valeur subtilement le centre de l'action, les personnages vus de dos, le hors-champ, le spectateur fait face ainsi à sa propre interprétation. La contemplation se mêle à l'horreur. Cette photographie glaciale trouble par ses choix et sa précision au cadre. Les champs contre champs et les plans d'exposition sont souvent obstrués par de grosses amorces. On image la dualité et le contraste par des lignes imaginaires qui séparent les personnages ou par des split screens naturels. Les scènes horrifiques restent cloîtrées dans ces cadres fixes ou enfermées dans un travelling lent. Subtilement, on nous oppresse pour accroître l'épouvante. Sauf que Greg Fraser et Matt Reeves entreprennent un virage à 180 degrés pour apporter une autre dimension à l'œuvre, tout en gardant certaines idées. Greg Fraser reste un chef opérateur reconnu, qui s'est illustré sur de nombreux projets prestigieux comme Zero Dark Thirty et Rogue One. Le duo entreprend une mise en scène plus mobile, chère à Matt Reeves, sans omettre quelques passages élégants. Avec la grosse dualité entre les lumières chaudes et froides, nettement plus saturées, il apporte une jolie esthétique. J'aime l'idée qu'il ne montre jamais distinctement le visage de la mère d'Owen, accentuant le point de vue du film. La photographie est belle, efficace, avec une vraie gestion de la tension et de l'horreur frénétique, mais on perd clairement en subtilité. On a encore une fois cette distinction entre l'épouvante et l'horreur. Chez Matt Reeves, on perd en mystère pour gagner en efficacité. Le rythme devient ainsi plus soutenu. Même si je la trouve moins recherchée, je trouve que la photographie apporte d'autres éléments tout aussi pertinents, notamment en restant du point de vue des enfants et se focalisant sur leurs réactions. L'esthétique possède une force non négligeable. Et pour appuyer mon propos sur la direction scénique, je prendrai les attaques d'Ellie et Abby. Dans Morse, elles sont faites sans artifice. Ellie agit comme un animal en quête de proie et se débat sauvagement. Abby est clairement montrée comme une monstre. Les effets spéciaux accentuent la nervosité, mais au vu de leur faible qualité, cela gâche l'effet escompté, surtout la dernière. Ainsi, la direction photographique distingue les deux films, la sobriété poétique face à la mobilité horrifique. Et étrangement, cette direction impacte le scénario.
Qui est le monstre? Morse nous interroge. Le mythe du vampire et ses codes sont respectés. Mais il n'est pas central, c'est un pivot. Son arrivée n'est que le point culminant de ce qui anime secrètement cette ville, où le mal semble planer. On l'a dit, le film délaisse certaines thématiques pour être accessible, et donner l'opportunité aux spectateurs de faire leur propre réflexion, ou de lire l'œuvre originale. D'où l'importance de l'image, qui laisse planer le doute sur ce qu'elle veut réellement raconter. Aucune mention sur la castration d'Ellie, ou encore sur le côté pédophile de Hakan. On crée le doute par son attitude, sa manie de cibler des jeunes adolescents, les observant étrangement pendant leur sport. Le fantastique dévoile une ambivalence profondément heurtante, à la multitude d'interprétations. Une dualité sur tous les plans qui perturbe et qui nous interroge sur ce qui nous définit en tant qu'humains. Ce qui différencie les deux versions, c'est le point de vue. L'enfance est au premier plan, mais le réalisateur laisse vivre ses citoyens en leur donnant une place majeure. Blackberg prend vie et devient un personnage à part entière, à travers les images et ses habitants. Matt Reeves reste focalisé sur le point de vue des enfants. Ils sont observateurs d'adultes qui semblent s'animer dans la superficialité ou la débauche. Los Alamos vit à travers les yeux de ses protagonistes. On reste presque à hauteur d'enfant pour accentuer l'immersion. J'aime l'idée. On perd un petit peu en omniscience, mais ça offre un autre degré d'implication envers les héros. Alfredson et Lindqvist parlent de mal-être à différents niveaux. L'image de la Suède parfaite se brise. Solitude, alcoolisme, marginalité, harcèlement, les protagonistes sont rongés par un mal intérieur. Certains combattent, d'autres succombent. Le fantastique sert le réel. L'enfance s'anime autour de l'amour et de la haine. La neige, symbole de cette candeur, sera pervertie par le sang. Face à elle, Laisse-moi entrer devient édulcoré et tombe dans le sensationnel, voire le cliché. On perd le mystère pour apporter des explications ou reprendre des thèmes de manière grossière, comme un divorce vu sur le conflit, à l'inverse du film suédois qui sous-entend plus qu'il explique. Le sang devient juste qu'un effet visuel horrifique, sans réel but narratif. On s'interroge sur la véritable nature du mal, enlevant toute la dimension ambivalente du film, et ainsi impactant l'implication. C'est plus banal, moins immersif, voire même irritant d'adopter une dimension aussi lisse, avec un matériel de base aussi communicatif. Laisse-moi entrer se veut encore plus accessible au public américain. Même en respectant et rendant honneur à son prédécesseur, il s'adapte à sa cible principale et semble moins enclin à la réflexion. C'est dommage. Owen, do you like me? Yeah. A lot. Malgré les différences dans l'exécution de certaines scènes, qui apportent une tension supplémentaire comme Thomas se dissimulant dans la voiture, la seule véritable nouveauté, c'est le contexte et le régime réganien, ouvrant le film avec un discours sur le bien et le mal. On passe sur quelque chose de plus manichéen, mais cette appropriation est nécessaire pour gagner en identité. La version suédoise s'accroche à une vraie ambivalence et se complexifie par le non-dit. Il est difficile de parler des thématiques du film sans analyser les personnages, qui portent sur leurs épaules toute la lourdeur de l'intrigue. Le morse devient la clé. D'un monde à part, d'une bulle, où seuls Ellie et Oscar se sentent bien. Car au-delà d'une simple histoire d'amour, le film parle de solitude, de personnes inaptes et incompris dans une société qui les rejette. Oscar et Ellie s'opposent et se ressemblent en même temps. Leur innocence apparente cache leur vraie personnalité. À travers les reflets et les vitres, les deux enfants gardent en secret ce qui sommeille en eux. Oscar est de base énigmatique par rapport aux autres élèves, là où Owen est juste un petit garçon frêle, martyrisé par les autres. Oscar est renfermé, lit beaucoup, s'intéresse aux crimes et aux faits divers. Il n'est pas du tout un garçon comme les autres. Il a une rage intérieure contre les brutes de l'école, contre son père, contre Ellie à un moment. Et c'est la seule personne qui peut le comprendre, qui l'aide et l'écoute. Skrik då! Skrik då! Mais est-ce Ellie le monstre? Son apparence androgyne et son animalité sont évidentes, mais ses intentions sèment le doute. Elle agit pour survivre, pour aider son ami. Rien par impunité ni par choix, juste par nécessité. Oscar choisit de se défendre, choisit la violence, et en gagnant en assurance, fait du mal à son entourage.
Condamnés dans la violence, leur amitié et leur amour semblent impossibles. Pourtant, malgré sa dangerosité, Ellie est la seule qui peut emmener Oscar vers la lumière. Un amour qui se consume dans la violence. Je ne sais pas s'il y a un vrai parallèle à faire avec Roméo et Juliette, mais le film américain n'évite pas cette facilité en montrant très distinctement l'œuvre. La relation entre Ellie et Hakan est importante. Hakan aime sa fille, il veut bien faire pour la protéger et fait en sorte d'agir pour son bien, malgré son attitude parfois burlesque. Son côté méticuleux et organisé n'est pas suffisant, et jusqu'au bout, avec 2 séquences vraiment touchantes, les deux se respectent et s'aiment. Maybe I'm getting sloppy. Maybe I want to get caught. Maybe I'm just tired of this. Pour Abby et Thomas, leur relation est conflictuelle. Thomas entreprend son devoir de père par obligation, mais semble renier sa fille, comme s'il était normal de rejeter sa fille, qui semble être un monstre. Autoritaire, voire défaitiste, ce n'est qu'aux portes de la mort qu'il partage un moment de douceur avec sa fille. Une rédemption? Pourquoi pas, mais leur relation est nettement moins impactante dans le remake. Globalement, le film de Matt Reeves reprend les grandes lignes narratives des personnages, tout en les simplifiant. Les 2 acteurs sont plus lisses, physiquement et dans leur jeu. Les brutes deviennent stéréotypées. En fait, il y a un léger manque de profondeur et d'unicité qui se fait sentir. Il y a un nouveau personnage, l'inspecteur, qui permet de créer une enquête policière et de relier les éléments de manière un petit peu plus cohérente. Mais cela délaisse les habitants de la ville, qui avaient une vraie importance dans l'œuvre suédoise. C'est dommage, surtout avec autant de matière comme on l'a dit. Et quand on voit les protagonistes, on peut voir un parallèle entre la relation qu'entretient Ellie avec Oscar et Hakan. Comme ce dernier, Oscar utilise le bâton rouge pour se défendre des brutes. Comme si inconsciemment, Hakan transmettait la responsabilité et surtout le témoin de la violence qui anime leur relation. Oscar remplace Hakan pour Ellie, qui au-delà de l'amitié, le voit comme le seul moyen de se raccrocher à son humanité. Oscar a besoin d'Ellie, Ellie a besoin d'Oscar. Cette analyse ne tient qu'à moi, et je vous laisse le plaisir de visionner l'œuvre pour faire votre propre analyse. Elle est nettement plus profonde qu'elle ne le laisse croire, et surtout diaboliquement efficace. Mais après, son non-succès n'est pas forcément difficile à comprendre. Même si Morse a su se faire une place dans le panthéon de l'horreur, en remportant le Grand Prix à Gérardmer, il n'a pas une publicité suffisante pour se faire remarquer. Le budget publicitaire est parfois plus élevé que le budget du film, et c'est là que tout peut se jouer pour le succès du film. Le 4 février en France, le film suédois était confronté à LOL, l'étrange histoire de Benjamin Button, et le dernier Disney de l'époque, Volt. Il ne pouvait pas faire le poids. À peine un mois avant, le film Twilight avait rencontré un succès monstre. Difficile de passer à côté de ce phénomène avec un film de vampire aussi atypique. Même le remake n'a pas rencontré le succès escompté. Mais au final, y a-t-il un problème avec la langue? En 2020, Parasite a été le premier film en langue étrangère à avoir été récompensé en tant que meilleur film aux Oscars. Il a fallu attendre presque 100 ans pour que la culture américaine reconnaisse la qualité de ces films en dehors de leur catégorie spécifique. Oui, la langue, les autres cultures et les sous-titres peuvent poser problème. Je ne peux que spéculer sur ce que je vais dire, mais le public a-t-il du mal à s'intéresser aux autres types de films en dehors de blockbusters? Ces films sont-ils trop inaccessibles, ou y a-t-il un élitisme ambiant et trop fort qui ont mis trop vite en piédestal ces œuvres? Peut-être qu'il y a une sorte d'échange à faire des deux côtés, d'accessibilité et d'ouverture, mais je pense que nous devons essayer de nous ouvrir à ce cinéma plus atypique. Il y a de la place pour tout le monde, pour tous les types de réalisateurs, tous les types de films, tous les types de cinéma. Chacun va à son rythme. Et si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave, mais vous risquez malgré tout de louper quelques pépites. Et ça fait du bien de prendre un risque, de se laisser emporter par des œuvres plus obscures. L'inconnu peut apporter le meilleur.